Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire France. Nous allons d'abord commencer par l'économie, les pépettes, ah oui. Puis, on va enchaîner par les brèves, comme d'habitude. Et puis, on finira par une vidéo un peu plus légère. Enfin, bon, vous savez un peu le projet de mes vidéos. Donc, si vous entendez du bruit, je ne sais pas ce qui se passe au-dessus de ma tête. C'est mon voisin, je sais pas aujourd'hui, il est en folie. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, nous allons commencer par, du coup, l'économie. Emmanuel Le Chypre, c'est pas celui qui fait sur BFM, là, je sais pas quoi. C'est pas le chamallow, là, qui ressemble à rien. Non, c'est pas lui. RMC. Pourquoi le secteur du luxe n'est plus à la fête après des années d'euphorie? Le secteur du luxe connaît un temps faible après des années de réussite. J'avais lu l'année dernière, je crois, sur mon ancienne chaîne, le luxe tenait bon et tout, que c'était un truc, tu vois, à limite ad vitam aeternam, tu vois, voilà. La plupart des grands groupes connaissent une sérieuse baisse de leurs cours en bourse. Ah, d'accord, oui, non, d'accord, ok. Depuis la crise de 2008, où les cours de toutes les grandes sociétés du secteur se sont envolés, la valeur de LVMH, le champion du secteur avec ses 75 marques, non, ça va, a été multiplié par 15 pour ne citer que celui-là. Mais voilà, fini le champagne, du champomis maintenant. LVMH a perdu plus de 15% sur un an. Kering, propriétaire de Gucci et de Saint-Laurent, a perdu presque 50%. Burberry et Hugo Boss ont sombré eux aussi, tout comme Richemont, Cartier, Van Cleef. Oh mon Dieu, ouais, je suis trop triste. Oh, comment je vais faire? Le seul qui surnage, d'accord, c'est Hermès qui fait plutôt dans l'ultra-luxe. Oula, alors on se demande, à une échelle beaucoup plus petite que LVMH, presque entre l'artisanat et l'industrie. Comment expliquer cette crise? Parce que les moteurs qui ont tiré le secteur ces dernières années ne sont plus en phase d'accélération. En Chine, les clients qui représentent à eux seuls 40% du marché mondial, il faut les exterminer, ces codes de chinois. Ah oui, ne sont plus aussi dépensiers. Non, c'est que peut-être ils en ont marre de filer des sous à des gens qui les détestent. Non mais, dans un contexte de faible croissance et de crise immobilière, oui, non, d'accord, ok, y a pas de souci, mais ça c'est le peuple qui morfle. Mais les riches, ils sont toujours riches, en Chine. Enfin, je veux dire, tu vois, la digitalisation qui a transformé le secteur et dopé ses ventes depuis 15 ans arrive à maturité. Il y a aussi la remontée des taux d'intérêt qui est toujours défavorable au secteur. Mais il est certain que les consommateurs seront de plus en plus sélectifs sur les marques qui les font rêver, et à ce petit jeu, les marques françaises restent très bien placées. Non, ça va, même ça, c'est fini, c'est bon. Bonne nouvelle, BFM Business, Coca-Cola, le fisc français a abandonné la majeure partie des redressements ciblant l'embouteilleur de l'entreprise. Oui, attends. Le fisc français, qui réclamait plus de 550 millions d'euros à l'embouteilleur français de Coca-Cola, CCEP, a d'ores et déjà abandonné la procédure portant de 2014 à 2017, et des discussions constructives se poursuivent concernant 2018 et 2019. Vous prêtez pas pour rico. Non, mais l'administration fiscale a d'ores et déjà abandonné la procédure pour les exercices de 14 à 17. Parce que CCEP s'était vu réclamer par Bercy 370 millions d'euros de redressement pour les exercices 14 et 15 et 182 millions pour les 16. Alors, on rajoute 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. C'est merveilleux. Donc en fait, il nous doit à peu près 2-3 milliards, quoi. Cadeau. Cadeau. Les redressements pour les exercices 2018 et 2019 portent, eux, sur des services intra-groupes, pour des montants plus faibles. Oui, non, alors ça va. Non, 13, 16 millions, voilà, c'est rien. L'embouteilleur qui indique employer 2500 personnes. On va tout couper. On va fermer l'usine. Non. Déjà, tu nous as subventionné sûrement l'implantation. Les 3/4 des salaires, on les paye grâce à tes aides, tu vois. Et en plus, si tu nous emmerdes parce qu'on n'a pas payé ce qu'on doit, on déménage. Oui, compte Sainte-Cuisine a réalisé en 2023 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 92,8 millions d'euros de bénéfices nets. Une autre filiale française, Coca-Cola Service France,
a payé en mai plus de 42 millions d'euros à la suite d'un redressement portant sur 2014-2015. Oh putain, ça fait 10 ans quoi. Et provisionné au total près de 104 millions d'euros. Oh bah écoute, ah bah oui, elle a fait appel. Hein. Alors Retailleau, il va dans la merde. Econostrum.info. Ça fait un peu médecine. Immigration. Le directeur du MEDEF encourage le recours à la main-d'œuvre immigrée. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah, ma foi, tu les payes pas. Oh bah écoute, ils connaissent pas leurs droits, eux, donc ils vont pas aller au prud'homme. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait part de sa volonté de limiter l'immigration, une mesure qui va à l'encontre des propositions du MEDEF. Et Dieu sait si il aimait à Bruno Le Maire, le MEDEF, qui estime au contraire que l'immigration serait la clé pour mettre un terme à la pénurie de main-d'œuvre en France. Oui, alors attends, je t'explique. Non, alors attends. Alors on va reprendre les chiffres officiels. Il paraît qu'il y a à peu près 250 000, 300 000 de métiers, comme ils disent, en tension. Ok. Ça fait 10 millions d'immigrés que tu nous fais rentrer. Et il y a toujours 250 000, 300 000 de postes à pourvoir. Donc c'est qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Le président du MEDEF réclame la prise en compte de la dimension économique et surtout démographique dans le débat sur l'immigration. D'ici 2050, la France aura besoin de recruter 3,9 millions de personnes issues de l'immigration. Alors là, pour 300 000 postes, il vous faut rentrer 10 millions d'immigrés. Donc que ce soit des Italiens, des Espagnols, c'est des immigrés. Hein. Enfin, je veux dire, au moins, c'est qu'ils viennent de hors de France, c'est un immigré. Ok. Donc il vous faut rentrer 10 millions d'immigrés. Non, parce qu'il y a plein de Portugais, d'Ukrainiens, de Roumains, de machin, enfin bon. Pour 300 000 postes. Et là, il vous dit, on aura besoin de recruter 3,9 millions de personnes. Ah, vous allez être contents. Le grand remplacement, c'est en 2050. Voilà, vous avez la date. Eh oui, maintenant vous avez la date. C'est qui? Retailleau. Ah, d'accord. J'ai un objectif parce que des millions de Français, je pense que l'immigration massive, ce n'est pas une chance pour la France. Tu sais, il y a beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais. Non, mais il y a beaucoup de monde. Beaucoup. Avant les bougnoules et les bamboulas. Ouais, non, je t'explique. Et ce n'est même pas une chance pour ces migrants qu'on envoie parfois périr en pleine mer. Donc, c'est surtout vivre dans des conditions lamentables en France. Voilà, c'est-à-dire vivre dans des tentes, des voitures abandonnées, des femmes, des enfants, des bébés, c'est pas normal. Alors oui, d'accord, il y en a qui périssent en mer, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, si aussi l'arrivée, elle est pas folichonne. Oui, non, parce que si tu n'es pas en centre de rétention, tu es dans la rue, en train de te prostituer, de faire la manche ou de voler. Oui, il y a des métiers en tension pour lesquels il faut commencer par mieux former nos jeunes. Non, mais tes jeunes, ils viendront pas, hein, chérie. Non, ils veulent pas faire tes métiers en tension, en fait, parce que c'est super mal payé, tu es traité comme un chien. Non, mais j'explique. Donc, de toute façon, tes métiers en tension, c'est pas nos jeunes que tu vas former, c'est les jeunes qui viennent d'arriver, en fait. Alors, la France devrait prendre exemple sur les pays qui encouragent l'immigration en vue de réduire le manque de main-d'œuvre. Non, parce que c'est le MEDEF qui commande. Je t'explique, hein. C'est pas Retailleau. Hein. Enfin, c'est le MEDEF, mais bon, du coup, c'est Ursula, mais la petite cochonne. On continue. BFMTV.com. 46% de hausse en 6 ans. La Cour des comptes s'interroge sur les milliards versés pour l'aide au développement. Qu'est-ce que tu développes? Vas-y, explique-moi. Développe. Vas-y. Alors, la Cour des comptes estime que l'efficacité de ces dépenses, dont le montant cumulé entre 2017 et 2023 est de 25,1 milliards d'euros, doit être évalué. Ça fait beaucoup de chouchous, beaucoup de pépettes. Entre 2017 et 2023, 271 organisations internationales comme l'ONU et ses instances et fonds multilatéraux ont perçu des financements publics français. C'est bien. En 2023, le montant s'est élevé à 4,44 milliards d'euros, hors contribution au budget de l'Union européenne. Ah ouais, non, en plus. Soit une hausse de 46% en 6 ans. Ah ouais, bah écoute, aussi l'inflation, hein, qu'est-ce que tu crois? Voilà, c'est là où va toutes nos pépettes, hein, vous croyez que quoi? De ces organisations, l'OMS, le machin, on en a rien à foutre, on ferme nos frontières, et point barre, il n'y a plus d'aide à personne, on garde toutes les pépettes, on commence à aider tous ceux qui sont ici en France, on fait plus rentrer personne, et après une fois que l'éducation est au top, la santé est au top, le machin il est au top, qu'il y a du travail, que la croissance elle est repartie, que les industriels sont revenus, à ce moment-là, tu peux rouvrir les frontières et faire rentrer un peu de monde. Et tu arrêtes tous ces financements de ci, de là, de l'ONU, du machin, de l'OTAN, voilà, et c'est quoi le délire? La part des contributions volontaires s'ajoutant aux contributions obligatoires est passée de 50% du total en 2020 à 72% en 2022. Ah, mais toujours du 100%. Non, c'est bien. J'ai pas compris la phrase. Bertrand Dumont, le directeur général du Trésor, jusque-là tout va bien, a mis en garde sur un éventuel recul du
financement des institutions internationales. Ce que je viens de dire. Ok, jusque-là, tout est ok. Quand elles ne sont plus admises dans certains pays, c'est tout un ordre dont la France est partie qui se trouve mise en cause. J'ai pas compris la phrase. Quand elles ne sont plus admises dans certains pays, je me doute, les institutions internationales. On est bon, jusque-là ça va. Virgule. C'est tout un ordre, ok, les institutions machin et tout, c'est tout un ordre, dont la France est partie, qui se trouve mise en cause. J'ai pas compris. Bon, il y a que lui qui a dû comprendre, hein, que Bertrand Dumont, peut-être sa famille qui a dû comprendre. Enfin bon, eh ben vous savez où porte votre argent. France TV, alors France 3 région.francetvinfo.fr. J'en peux plus, il est super long ce truc. C'est une hécatombe, les commerçants ferment les uns après les autres. Les tribunaux submergés par une vague de liquidation. Non, mais non, ça ferme. Non, ils prennent des vacances, ils sont fatigués, burn-out. Eh ouais, comme moi. Depuis plusieurs semaines, les dépôts de bilan tombent en cascade au tribunal de commerce de Bordeaux. En cette rentrée, l'instance enregistre une hausse des liquidations judiciaires de 35% par rapport à l'année dernière dans la métropole bordelaise. Une situation économique défavorable, ah ben oui, c'est sûr, qui touche davantage certains secteurs, eh ben oui, les artisans. Eh ben oui, c'est sûr que les grandes enseignes ne sont pas touchées. Hein. Ah non, je t'explique. À cette rentrée, nombre d'enseignes ont définitivement baissé le rideau. Coût de l'énergie. Ah bah oui, c'est la faute à l'énergie. Ah ben non, c'est pas la faute au gouvernement, c'est la faute à l'énergie. Les petits commerces sont les premiers concernés. Coiffeurs, boulangers, vendeurs de chaussures ou de vêtements. Les commerces ont des charges qui augmentent. Les loyers, c'est 5% d'augmentation entre 2022 et 2023, 14% depuis 2020. Il faut aussi augmenter les salaires des emplois. Eh ouais, c'est ça qui est le plus chiant. Eh ouais, dans l'histoire, c'est ça qui te fait le plus chier, en fait. Il y a beaucoup de facteurs. Ah, beaucoup de courriers, alors. Ah, ça va, j'ai compris, c'est quoi les facteurs? Alors, et puis il y a les aides au Covid à rembourser. Oh, bon oui, tu croyais que c'était gratuit? Tu croyais qu'on allait te filer des pépettes comme ça? Ah, ben non. Ah ben tu crois que quoi? Il va falloir que tu les rendes, ces putains de pépettes. Ah ben oui. PGE a plus de 600 000 entreprises. Les professionnels bordelais appellent à des mesures plus favorables pour relancer leur économie. Réforme sur le droit à la concurrence, les baux commerciaux, le financement des entreprises, et plus localement sur le stationnement. Et ouais, parce qu'ils ont supprimé toutes les voitures. Nous, on aimait bien s'arrêter, un peu à la vache, tu vois, qu'aller vite au boulanger, au machin, au truc et tout, pour aller chercher vite ton truc, tu vois, même si tu emmerdais tout le monde, toute la ville entière, mais bon, mais là, c'est foutu. Toi, nous, il est parti d'Anville, pourquoi? Parce que tu vas pas aller chercher ton plateau de coquillage en tram, en vélo, ou alors en bus. Tu vois, là, bah, je veux dire, bon, faut que tu ailles en voiture. Mais il y avait plus de voiture. Les réflexions sur la mobilité, par exemple, devraient inclure les commerçants. Et non, les commerçants, c'est juste les pupettes, c'est tout, chérie, t'as pas compris. On va finir sur Pélico, pour vous dire encore que c'est que de la mascarade. 20 minutes. Accusés, juges, avocats, journalistes et même victimes se croisent en dehors du palais de justice où se déroule le procès fleuve des viols de Mazan, souvent à l'heure du déjeuner ou du café. Un juge qui taille la bavette à 2 tables d'un de ses accusés, des avocats de la défense assis à côté de victimes. Ah ouais, non, mais c'est du n'importe quoi. Et des journalistes au milieu de tout ça. Ah ouais, non, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais moi, je pense qu'il faut tout ça pour cacher autre chose. Je suis sûre et certaine. Vous savez que moi, je suis complophile. Quarantaine d'avocats, une poignée de parties civiles. Ah ouais, non, c'est sûr. On connaît tous de près ou de loin un accusé. L'avocate de l'accusé mange à côté de Madame Pénicaud. Non, non, mais c'est du, je vous dis, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Oh, et la femme, non mais, putain, c'est tout de fou, ça. Eh ouais, ça peut vraiment être n'importe qui. C'est pour ça que moi, j'ai toujours fait attention à mes enfants. Putain, j'ai jamais laissé à personne. Après, on me dit, ouais, toi, tu laisses tes enfants à personne et tout. Je dis, non, moi, mes enfants, je ne les laisse absolument à personne. Déjà, j'étais comme ça quand je les laissais à leur père, parce que vu que leur père, il était pas tranquille, qu'il était avec une femme encore moins tranquille que lui, j'étais pas bien. Alors, tu vois, il peut un inconnu ou un inconnu. Ah ouais, non, non, ou un mec que je connais comme ça, un tonton, un machin, ouais, viens, je te garde ton minot, vas-y, casse-toi de là. Moi, tu gardes personne. Jamais de la vie. Ben, on va enchaîner sur les brèves. Ah, celle-là. Et après, ces gens-là, ils s'occupent de notre sécurité. Incompréhensible, le policier municipal avait crevé plus de 200 pneus de voiture dans les Côtes d'Armor. Un nouveau passe-temps. Cet agent de Tréguier, Côte d'Armor, doit répondre de dégradation en série. Il avait été démasqué en flagrant délit par 2 jeunes habitants de la commune. Et je suis sûr que s'ils n'auraient pas filmé, il aurait été capable de les arrêter, de les mettre en prison et tout. Ah ouais, non, non, mais les gens du coin tombaient du haut en apprenant qu'il s'agissait en fait d'un de leurs policiers
municipaux. L'homme de 56 ans doit comparaître ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc. Il a reconnu une partie des dégradations. Ah non, pas toutes. Sur les 4 pneus, monsieur, moi j'en ai crevé que 3. Ouais, non, le 4e c'est pas le mien. Non, ben je sais pas, non, moi j'en ai vu un crever. J'ai dit bon, tant qu'à faire, on fait les 3 autres, vous voyez. Tu as changé, de toute façon tu es obligé de changer l'autre. Donc tant qu'à faire, vu que tu changes l'autre, tu changes les 4, tu vois. Pour le débusquer, les gendarmes avaient déployé d'importants moyens multipliant les patrouilles. Les techniciens d'identification criminelle de proximité avaient reçu l'appui des techniciens spécialisés de Saint-Brieuc, mais ce sont finalement 2 jeunes chocolatiers qui l'avaient appréhendé le 28 novembre dernier. Non, c'était une blague, hein, c'était une blague, c'est-à-dire tu as fait venir le FBI, et en fait, c'est 2 chocolatiers qui sont passés, quoi, qui l'ont arrêté. Ouest France, plusieurs militaires, dont des généraux, jugés à Paris pour favoritisme et corruption. Non, c'est bien, on voit que l'armée, elle est au top, hein, elle aussi, franchement. Cette entreprise aurait obtenu plusieurs marchés pour des opérations de l'armée. Ah bon, oui, oh bon, écoute, c'était mon copain. Et non, mais c'était mon copain, t'as pas compris. Pas moins de 6 années d'enquête. À l'époque des faits, les armées françaises ne possédaient pas d'avions de transport. Cette société a été choisie par faute d'équipement d'une seconde mandatée par l'ONU, à qui l'armée avait préacheté des centaines d'heures de vol de transport. Ah oui, selon le parquet financier, des surcoûts allant jusqu'à 16 millions d'euros étaient enregistrés. Eh ben voilà, où vont vos pépettes? Ah ben oui, pas les miennes, moi du coup, voilà, je paye pas. Eh ouais, moi je paye pas. Je suis trop con. Eh ouais, je suis trop con. Eh oui. C'est pour ça. Ah oui, non, mais on me dit que je suis trop con. Eh ouais. Je ne savais même pas qu'il avait des enfants. Non, je ne savais pas. David Mélenchon claque la porte de la présidence du syndicat patronal UPE Gare. Ouais, une tête de con, mais il ressemble pas. Élu dans 2022 à la présidence de l'UPE 30 MEDEF Gare, syndicat patronal gardois. Environ 250 adhérents. J'ai toujours défendu l'idée que l'UPE 30 devait s'ouvrir davantage à travailler avec d'autres institutions et organisations sûrement privées partageant une vision commune, celle de développer et améliorer l'économie locale. Au revoir. Ah ouais, non. Et donc, on va finir avec celle-là. Non, parce que celle-là m'a fait rire. Ah ouais, non, celle-là m'a fait rire. Non, c'est surtout l'argument du mec. FranceBleu.fr, Drôme Vaucluse, l'agriculteur à l'origine de la pollution plastique des berges de Toulourenc a été relaxé. Plus de 20 mètres cubes de bâches en plastique avaient complètement pollué les gorges de Toulourenc en décembre 2022. Ces déchets avaient été abandonnés par un agriculteur et emportés par une crue. Ah, on faisait ça à l'époque! Voilà. On faisait ça à l'époque. Alors à l'époque, ça dépend quand. Et si tout le monde faisait ça, bonjour le Toulourenc. Les gorges du Toulourenc. Rien que lui, c'est 20 mètres cubes. Donc t'imagines, s'il y en a 5-6, avec 20 mètres cubes, ça fait 120 mètres cubes. Ça c'est formation comptabilité. Eh ouais. Oh ouais, ce retraité dromois, 84 ans aujourd'hui. Voilà, c'est ces gens-là. Vous voyez, ces gens-là, à partir de 70. Cela, c'est vraiment la génération la plus dégueulasse qu'il y a eu en France. Voilà, je vous l'explique. Reconnaît qu'il a bien jeté ses bâches en plastique. Elle protégeait son exploitation de melons entre 76 et 81. Et il savait pas quoi en faire. Donc il s'est dit, bon ben écoute, il y a une belle rivière à côté, hein, avec un beau champ de champignons et des beaux arbres. Magnifique, pas de papier, rien. Je vais aller déposer mes 20 mètres cubes de bâches en plastique, qui dataient de 76 et 81. Non, parce que du coup, tu peux les jeter à la poubelle aussi. Tu vois, fait tes 20 mètres cubes. Alors oui, d'accord, beaucoup de poubelles. Mais fait, pourquoi le condamner pour une infraction qui n'existait pas? Ah bah oui, mais autant des Gaulois non plus, ça n'existait pas. À l'époque, cette pratique n'était pas un délit. Ah ben non, eh ben moi je vais faire des trucs dégueulasses qui à l'époque n'étaient pas des délits. Effectivement, aurait dû apporter ce plastique à une personne en charge de le supprimer. Eh ouais. Oui, à l'époque, on te lapidait aussi. Ouais, non, mais fait, bon, on n'est pas obligé de le refaire maintenant, tu vois, ou on te crucifier, un peu comme Jésus, tu vois. Après, on peut reprendre, tu vois, des moments de l'histoire où on pouvait faire certains trucs assez dégueulasses maintenant. Et avant, c'était normal. Tu vois, par exemple, vendre sa femme, tu vois, c'était normal, tu vois. Ou vendre sa fille, tu vois. Quoique maintenant, c'est normal. Bon, on a terminé sur une note, on va dire, un peu plus légère, si on peut appeler ça un peu plus léger. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui attire les connards. Les gorges du Toulourenc aussi. Bon, bah,
écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un peu comme Victor, qui m'a laissé un petit commentaire pour un petit emoji, pour le référencement. Parce que je trouve que je suis vachement pertinente comme personne. Je suis vachement intelligente. J'ai vachement de l'humour. J'ai vachement de la répartie. Donc du coup, voilà, ça serait bien que le monde entier me reconnaisse mon talent. Et donc, voilà, si vous pouvez y participer, ça serait sympa. D'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour ma prochaine vidéo.